Bonjour à tous, bienvenue sur Mediapart. Nous sommes à quelques jours du premier tour des élections présidentielles qui se sont tenues le 23 avril et on va réagir sur les résultats et sur le score de Jean-Luc Mélenchon. Avec nous pour en parler, Christophe Ventura. Bonjour. Vous êtes animateur du site Mémoire des luttes. On se connaît puisque j'y ai déjà un peu contribué. Et vous êtes aussi chercheur à l'IRIS. C'est ça. L'IRIS qui est l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Très bien. Alors, première question sur l'appréciation des résultats de Jean-Luc Mélenchon. Alors, on va tout de suite dire les choses. Vous êtes un soutien de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Je ne sais pas si vous avez été impliqué dans la campagne quand même. Ponctuellement, enfin, j'ai accompagné, on va dire. Et donc, quelle appréciation vous avez sur le résultat? C'est un vote qui laisse plusieurs impressions. D'abord, celle d'être passé vraiment près de quelque chose de, pour le coup, très historique, avec la possibilité qui était vraiment à portée de main, en quelque sorte, d'être au deuxième tour de cette élection. Ça s'est joué à pas grand-chose. C'était en soi quelque chose qui nous a beaucoup animés. Donc ça, c'est pour la partie un peu frustrante, j'ai envie de dire, puisqu'on n'est pas au deuxième tour. Disons, le courant que représente Jean-Luc Mélenchon, et au-delà de lui, la France insoumise, et au-delà d'elle, certainement quelque chose qui s'est mobilisé dans le pays, qui ressemble à une gauche qui est sortie un peu de son ghetto, j'ai envie de dire un peu petit bourgeois, intellectuel, sans provocation, mais en tout cas qui nous a sorti un peu de ce ghetto-là, on va dire, pour aller vers quelque chose qui est le retour d'une forme de gauche populaire, grosso modo en France. Ce courant-là a failli être au deuxième tour et il n'est pas aujourd'hui au deuxième tour, il ne sera pas représenté dans cette finale, donc ça c'est le côté un peu frustrant. Le côté qui est tout à fait enthousiasmant, lui, c'est l'autre côté de ce miroir-là, c'est-à-dire que c'est assez historique. Moi je sais que tout simplement depuis que je suis né, cette gauche-là n'a jamais été aussi forte dans le pays. On a un courant de pensée aujourd'hui, un courant politique puissant qui est en train de s'affirmer, autour de 20% dans un paysage qui n'est plus du tout le même qu'avant le 23 avril. On a désormais un paysage politique avec 4 courants, 4 pôles qui aujourd'hui sont à peu près au même niveau. C'est tout à fait historique. Les partis traditionnels du bipartisme qui sont dépassés, littéralement débordés de tous côtés. La France insoumise a accouché une partie de ce scénario-là. C'est historique. Maintenant, c'est quelque chose de puissant qu'il va falloir rendre durable. Et ça, c'est l'enjeu qui va commencer à partir de demain. Mais il est évident qu'on est content parce que quand on voit les résultats, après si on s'intéresse à la carte électorale, c'est quand même assez saisissant de voir des endroits comme Marseille, Toulouse, Lille et bien d'autres que j'oublie, où il y a vraiment eu des bouleversements avec cette victoire, disons, de la candidature Mélenchon. Et encore une fois, j'insiste, de ce qu'elle représente au-delà de lui-même, en quelque sorte. Et ça, donc, c'est les premiers éléments qu'on peut dire. Alors, je rebondis sur la partie frustrante, parce qu'effectivement, c'est une réussite. Je crois que c'est les Espagnols de Podemos qui ont eu une expression, ils disent « ceux qui nous manquent », ceux qui nous ont manqué pour vraiment réussir notre pari. Alors eux, le pari, c'était de passer devant le Parti socialiste espagnol et d'arriver au pouvoir. Là, passer devant le PS, c'est fait. Et voilà. Bien fait, je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Mais effectivement, il manque l'accès au second tour. Quel est c'est difficile de répondre à cette question, mais votre impression sur ceux qui nous ont manqué. Qu'est-ce qui a manqué? La différence avec nos amis de Podemos, elle est énorme. C'est qu'eux n'ont pas le Front National. Nous, on a le Front National. Quelle est la fonction du Front National dans l'élection politique française? C'est de jouer un rôle de verrou du système. Parce que c'est parce qu'il y a le Front National que le système est capable encore de trouver sous des formes renouvelées que s'appelle Emmanuel Macron, disons sous ce qu'on appelle une espèce de léopardisme en fait, tout change pour que rien ne change, mais le Front National est une hypothèque même, qui pèse lourdement sur le choix des électeurs, parce qu'une bonne partie de l'électorat de gauche est allé voter Macron par rapport à la peur disons, d'une éventuelle arrivée de Marine Le Pen au pouvoir. Donc ce truc-là joue... C'est l'affaire du vote stratégique. Absolument, mais le Front National pèse énormément dans les débats parce qu'il sert à ça. Dans le système politique français, il sert à ça. Et en fait, il apparaît comme un verrou, comme le vrai chien de garde finalement de ce système qu'il dit vouloir détruire. Et pour une force comme celle qu'est la nôtre, c'est une difficulté supplémentaire parce que ce qui nous manque en partie dans un électorat, disons, de gauche, un électorat populaire et des classes moyennes, bien une partie est allée clairement chez Macron
en prévision, disons, d'une stratégie qui visait à empêcher, dès le premier tour, ce Front National qui ne peut pas, de toute façon, arriver plus loin. Mais voilà, cela nous manque d'abord. D'accord. Alors j'en profite pour rebondir sur cette question du Front National, puisque un des éléments de polémique qui a ressurgi après la première déclaration de Jean-Luc Mélenchon le soir de l'élection, et on a vu sur les réseaux sociaux que tout un tas de discussions parfois enflammées se déroulaient à propos du fait qu'il n'avait pas appelé explicitement à voter Emmanuel Macron, comme d'ailleurs certains des partis qui pouvaient le soutenir. Comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que pour vous, c'est un élément stratégique qui est pensé depuis longtemps, ou au contraire, est-ce que c'est aussi la frustration qui a peut-être pris le dessus à ce moment-là? Alors, ce qui est pensé depuis longtemps, ce qui est décidé depuis longtemps, c'est que la décision reviendrait au mouvement France Insoumise. Ça, c'était pas hier soir, enfin, c'était pas le soir de l'élection, c'était décidé avant, sur le principe. C'était le mouvement voterait pour décider ce qu'il ferait en cas de deuxième tour. Ouais. Et à l'heure où on se parle, ça on peut le dire, on ne sait pas encore ce que on ne sait pas encore, voilà, on sait pas encore ce que le mouvement va décider. Donc voilà, c'est le choix qui a été fait. Alors, il faut quand même comprendre la fatigue, j'ai envie de dire, d'une partie de la population qui se voit à chaque fois obligée sous l'injonction, en quelque sorte, de faire ce choix. Il faut la comprendre parce que les gens en ont assez de devoir voter pour des gens qui, finalement, produisent le problème qu'ils disent vouloir éliminer en nous demandant de voter pour eux en permanence. Donc, les gens, depuis 20 ans ou 15 ans, ont joué ce jeu. Il y a une partie des gens qui ont joué ce jeu depuis 15-20 ans et qui sont vraiment fatigués de le faire et qui pensent voilà, qui ne veulent plus le jouer. Donc, il faut quand même le prendre en compte. Donc, dans la France Insoumise, la décision, c'est que cette discussion va avoir lieu publiquement. Et donc, je pense que son dirigeant, enfin son porte-parole, Mélenchon, et les autres dirigeants se rangeront à ce qui va être décidé par ce mouvement. Et à titre plus personnel, après ce que je comprends, vous refusez une mise en équivalence des deux forces, mais vous dites attention, il y a un travail de pédagogie à faire auprès de ceux qui ont ras-le-bol de cette injonction. Bien sûr, le combat contre le Front National, contre le populisme de droite, c'est l'ADN de la France Insoumise, c'est l'ADN des gens qui l'ont pensé, qui l'ont conceptualisé. Toute leur vie, ils ont fait que ça, de se battre contre le Front National, vraiment non-stop. Donc, je veux dire, il n'y a pas d'équivalence. On connaît bien ces débats-là entre. On sait très bien que, enfin, la social-démocratie, l'extrême droite, ces débats-là sont connus par cœur dans l'histoire du mouvement ouvrier. La question n'est pas celle-là. La question, c'est justement de savoir si on doit en permanence jouer le jeu qui nous est demandé par ceux qui dominent ce système. C'est ça la question. Donc aujourd'hui, ça fait partie d'un débat qui doit être collectif. Bon, je remarque que on critique souvent Mélenchon sous prétexte qu'il serait autoritaire ou qu'il aurait des modèles de gestion du pouvoir personnel, etc. Quand il soumet, ce qui avait été décidé bien avant, encore une fois, j'insiste, une décision de ce type stratégique à une discussion collective, ça ne va pas non plus. Donc, bon, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, voilà. En plus, j'ajoute que, l'affaire des consignes de vote, etc., on sait, les consignes de vote, elles sont même pas vraiment écoutées, d'ailleurs, par les gens. Je veux dire, les gens, aujourd'hui, se font leur opinion et l'expriment comme ils voudront. Donc, bon, il y a ça qu'il faut prendre en compte aussi. On est plus dans des rapports, disons, à l'élection ou au choix politique qui correspond à ces mécaniques-là. Donc voilà, je pense que c'est important qu'un débat, enfin, je pense que c'est important qu'un mouvement comme la France Insoumise, qui est un mouvement très jeune, qui intègre en son sein beaucoup de jeunes. Je ne sais plus les chiffres, mais enfin, vous avez vu le nombre dans la jeunesse, le vote de Mélenchon est absolument impressionnant. Donc c'est un débat qui est nécessaire aussi, disons, à une formation vitesse accélérée par rapport à toutes ces questions-là. Il y a des gens qui ont été socialisés où le FN était toujours dans le paysage. Absolument, donc c'est un débat qui doit avoir lieu et c'est bien qu'il ait lieu, donc voilà, il faut qu'il ait lieu, et puis ce qui en sortira sera la position du mouvement. Alors vous avez prononcé le mot populisme de droite, donc ça nous fait la transition vers l'autre cœur de notre entretien, qui est ce moment populiste. Vous avez déjà écrit des textes sur cette question, vous avez participé à faire que la traduction du livre de Chantal Mouffe, Inigo Errejón, soit disponible donc, en France, le livre qui s'appelle Construire un peuple. On en parle un peu dans Mediapart. J'ai moi-même fait un article sur le populisme de gauche en essayant de restituer les pièces du débat. Au fond, quels sont les critères pour dire qu'on vit un moment populiste? Est-ce qu'il y a des critères un peu objectifs ou est-ce que c'est juste un ressenti de 3 résultats électoraux? À partir de quand on dresse ce constat?
On le dresse à partir d'un certain nombre d'observations qui se vérifient, disons, plusieurs fois dans des scénarios qu'on a vus à l'œuvre, disons, au moins depuis 20 ans, de par le monde. Alors, on focalise souvent sur l'Amérique latine, je pense qu'on va y revenir, mais il n'y a pas que l'Amérique latine. Hein, je veux dire, il y a des formes de populisme qui ne sont pas du tout les miennes, mais par exemple aux Philippines actuellement, c'en est une forme aussi, d'une certaine manière. Il y a les populismes de droite, etc. Alors quels sont les critères, ou entre guillemets, est-ce qu'on peut identifier? En fait, ce qu'on appelle le moment populiste, c'est le moment où il y a une déconnexion qui opère entre, grosso modo, la société et sa représentation politique. C'est ça que ça veut dire. La société n'investit plus les institutions et les classes politiques d'une légitimité de représentation et d'autorité. C'est ce moment-là. Et en gros, ça correspond à des expressions dans la société qui expriment, disons, un vaste mouvement destituant dans la société. Alors c'est ça qui, après, en slogan, se transforme à la fin en « qu'ils s'en aillent tous », ou le dégagisme, etc. C'est du slogan, mais la mécanique sociopolitique, c'est celle d'un mouvement qui s'exprime, qui est destituant par rapport à ceux qui ont en charge, disons, le devenir et la gestion de la société politique, institutionnelle, économique, etc., etc. C'est ça le mouvement populiste et il a des conséquences. Les conséquences, c'est que dans ces moments-là, les organisations qui avaient lié en quelque sorte les populations avec l'État en général et intégré les populations dans les affaires de l'État ne fonctionnent plus comme espace de confrontation légitimée. C'est ça que ça veut dire. À partir de là, d'autres mécaniques se mettent en place et viennent concurrencer celles qui sont en place. Et c'est comme ça qu'on voit émerger toujours des forces qui sont à la périphérie du centre du système politique et qui peu à peu vont venir défier en quelque sorte les forces du centre, jusqu'à des moments où le centre s'effondre, ou peut trouver à des moments aussi des ruses pour se reconstituer. C'est peut-être à mon avis ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le cas Emmanuel Macron. Et donc on a des forces qui se construisent comme ça sur un mode qui n'est pas le mode, disons, traditionnel, organisé, etc. Oui, mais alors du coup, c'est peut-être un point un peu théorique, mais je sais pas, si je pense à l'entre-deux-guerres, où on avait ce mouvement destituant, on avait des forces fascistes, des forces communistes très fortes, et pourtant on n'employait pas, en tout cas en Europe, c'est pas le cas en Amérique latine, mais en Europe, on n'employait pas ce mot de populisme. Est-ce qu'après coup, on peut labelliser ça comme mouvement populiste ? Oui, je pense qu'on peut. Alors, bon, le moment populiste... Ou est-ce que c'est lié à un état de la démocratie aussi, c'est lié à un état de... Enfin, disons, d'abord, le populisme en tant que tel a une très longue histoire. Et à chaque fois, ça remonte au 19e siècle. Ça remonte au 19e siècle, en Russie, qui a pris des formes à des moments nihilistes, même anarchistes, etc. Aux États-Unis, c'était le People's Party, etc. Obama nous a dit il n'y a pas très longtemps que lui-même était populiste au sens de l'histoire américaine. Le Parti du peuple, bon, c'était ça. Donc, et à chaque fois, le concept revêt des formes renouvelées dans un contexte, disons, social et politique singulier. Bon, pour ce qui nous intéresse, oui, alors dans les années 30, on ne parlait pas de populisme de gauche ou de droite, parce qu'il n'y avait pas encore la théorie de ça qui va intervenir au milieu des années 80, mais en gros, on peut aujourd'hui analyser ces moments-là comme l'expression de l'existence de ces phénomènes-là. Alors, ça vient de quoi ? Ça vient fondamentalement d'une crise de la démocratie libérale. Quand la démocratie libérale est en crise et qu'elle ne remplit plus ses promesses ou qu'elle exclut du champ de la décision une partie de la population ou qu'elle ne prend plus en compte les revendications de ces populations-là dans le champ du périmètre accepté du débat public et quand se créent des phénomènes de consensus, disons, au centre entre les forces de droite et de gauche, on commence à mettre en place, disons, les mécanismes qui vont produire l'arrivée de ce populisme-là. Donc on peut le lire dans l'histoire. Et les années 30, de ce point de vue-là, participent de ça, puisque la montée du fascisme, etc., c'est d'abord la crise d'une démocratie libérale et parlementaire à l'époque était radicalement rejetée par le populisme de droite, ce qui n'est pas du tout la perception du populisme de gauche, qui lui ne cherche pas à la rejeter, mais au contraire la revivifier en quelque sorte. Donc on a deux acceptions, enfin deux interprétations très différentes d'un phénomène socio-politique objectif. Alors sur cette hypothèse justement ou cette proposition stratégique du populisme de gauche, elle a ses détracteurs, bon, il y en a un paquet. Alors il y en a un qui n'est pas cité dans le papier que je mentionnais sur Mediapart sur le populisme de gauche au-delà des malentendus, c'est celle de Roger Martelly qui a dialogué avec Chantal Mouffe d'ailleurs l'été 2016, si je ne me trompe pas, dans des rencontres du parti de gauche. Et l'argument de Martelly, en substance, je résume rapidement, c'était de dire la logique du populisme, c'est d'opposer un nous à un eux,
pourquoi pas. Simplement, le problème, c'est de rester enfermé. Lui, il avait peur qu'on reste enfermé dans ce nous. Et il affirmait qu'il faut un projet de ce nous qui soit universalisable, qui puisse concerner tout le monde. Sinon, on risque de se retrouver dans une logique de confrontation qui, in fine, profitera à la droite radicale, quoi. Qu'est-ce que vous répondez à ce type d'argument? Moi, je suis pas Est-ce que ça vous... Non, mais c'est un argument qui vous bien sûr, stimule déjà. Bien sûr, ce sont des arguments sérieux, mais moi, je ne suis pas convaincu par une partie de l'argumentation. C'est-à-dire que à partir du moment où on dresse, disons, dans cette technique de la politique, parce qu'au bout d'un moment, le populisme, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait l'analyse, le diagnostic des évolutions sociales, c'est à partir de là construire une technique de la politique pour la conquête du pouvoir d'État. C'est ça. Ça, c'est la deuxième phase du populisme. Cette technique induit ce que vous dites, c'est-à-dire la redéfinition d'une nouvelle frontière politique que le nous et le eux déterminent. Bon. Ce n'est pas, d'abord, c'est pas un projet en soi, ça. C'est une méthode. C'est une méthode pour être capable de mobiliser, d'articuler des secteurs qui sont très divers dans la société pour leur construire de nouveau du commun. Bon, c'est fait pour ça. Mais ça, c'est pas, à mon avis, et là c'est là où je suis pas convaincu par l'argumentation, c'est que ça n'est pas exclusif de l'élaboration d'un projet pour toute la société. Parce qu'évidemment, le projet qui est porté par un populisme de gauche, c'est un projet qui s'adresse à l'ensemble de la société. C'est pas un projet qui discrimine une partie de la société, c'est un projet qui dit qu'il y a une partie de la société qui est adversaire d'un projet pour tous. C'est plutôt dans ce sens-là. On le prend de manière concrète dans son acception espagnole avec Podemos. Qu'est-ce qu'a construit Podemos en termes de technique politique? Construit une frontière eux-nous sur sur deux questions, peut-être plusieurs, mais il y en a deux qui me viennent en tête. La première, c'est nous sommes le parti, le mouvement des droits pour tous. Ça a été ça. C'est on oppose à la dislocation néolibérale le droit de tous les citoyens de la société à avoir un accès à un certain nombre de services, de droits sociaux, de droits économiques, de droits politiques. Et deuxième axe, c'est tous autant que nous sommes dans notre diversité, nous avons un droit commun qui est la souveraineté sur le devenir de notre nation. C'est là-dessus que Podemos a construit. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de contradiction ou d'antagonisme en tout cas entre le fait de construire une technique politique eux-nous, frontière nouvelle dans la société, mais qui est porté et qui porte un projet pour toute la société qui est universalisable. Un projet de démocratie radicale, absolument, on pourrait dire, voilà. C'est ce que défend Chantal Mouffe. Donc c'est pour tous ça, c'est là où je comprends. Alors l'exemple de Podemos est peut-être presque facile parce que justement il n'y a pas la question du Front National, c'est ce que vous avez rappelé tout à l'heure. Et alors dans le cas français, alors il n'est pas là, j'espère que le débat se prolongera, de toute façon il l'est appelé à l'être. Éric Fassin faisait la remarque que et Chantal Mouffe, c'est vrai, a tendance à dire ça. Au fond, il ne faut pas considérer comme perdus les électeurs du Front National. Il faut chercher à articuler certaines de leurs revendications dans un projet de gauche. Et Éric Fassin a beaucoup de prévention par rapport à ça en disant mais jusqu'où on va aller articuler leurs revendications et en disant s'ils ont des affects, des pulsions ethnocentristes ou de rejet, comment manipuler ça à gauche, quoi. Oui. Écoutez, là-dessus, d'abord, effectivement, il y a un désaccord avec les thèses, les critiques d'Éric Fassin, de ce point de vue-là, parce que, je pense que le problème, c'est qu'on en vient à essentialiser à notre corps défendant l'électorat d'extrême droite. C'est-à-dire, on va dire à la fin, c'est un électorat foncièrement raciste, un électorat qui est foncièrement basé sur des passions tristes, c'est ce que dit Éric Fassin, en disant le racisme n'est pas une question d'intérêt de classe, c'est une question de jouissance. C'est ça qu'il écrit dans l'ouvrage qu'il a. Ça ressemble pas, c'est pas exactement ça, mais juste pour appuyer cette interprétation-là, par contre, c'est vrai que dans les enquêtes depuis 30 ans, ce qui ressort des enjeux prioritaires pour les électeurs FN, c'est toujours immigration, identité. Non, mais ça ne veut pas dire que, comment dirais-je, c'est une construction. Mais ça peut être une conséquence de... Mais oui, mais en plus, moi je pense que le racisme est encore un rapport social. Je veux dire, il faut faire attention, les gens ne naissent pas avec un mauvais génie ou un virus à l'intérieur de la tête. Quel qu'il soit, je veux dire, ça sont toujours des constructions sociales. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il y a une partie de l'électorat, disons, qui vote Front National, qui est un électorat que j'ai envie de qualifier social. C'est-à-dire qu'il va voter pour le Front National pour des raisons sociales au départ aussi. Et d'ailleurs, on l'a vu dans l'élection présidentielle chez nous, il semblerait quand même que dans la dernière dynamique, dans la dernière période de l'élection, il y a eu des votes qui ont commencé à partir du Front National vers Mélenchon, qui sont cet électorat-là, qui est un électorat certainement anciennement communiste, qui votait dans le nord de la France et dans l'Est, qui votait avant justement à gauche et qui ne votait plus pour la gauche depuis très longtemps. Donc
Là, il y a des choses à faire. Ensuite, il est clair que une partie du vote pour le Front National, c'est une exigence démocratique qui est derrière. C'est l'exigence de dire nous voulons décider ce qui se passe pour nous. Et sur ce terrain-là, on ne doit pas abandonner ça à l'extrême droite. Pourquoi? Parce que ça, c'est nos différences avec Podemos. C'est effectivement dur pour nous, parce que le Front National a bel et bien un discours d'une certaine souveraineté politique. C'est évident, il ne faut pas le nier. Je veux dire, c'est un discours qui porte, parce qu'il touche les gens sur l'idée qu'ils peuvent se réapproprier en quelque sorte leur destin. La difficulté, c'est que le Front National a un discours qui est comme ça, mais qui vise en fait à récupérer la souveraineté pour la réduire ensuite concrètement dans les frontières nationales. Parce que ce qu'il préconise, le Front National, c'est à la fois une réduction du champ de la démocratie et des organisations de la démocratie sociale pour la réduire à quelque chose qui serait en fait une relation quasiment exclusive et unilatérale entre l'État, le parti fort et les individus. C'est ça la philosophie de l'État fort du Front National. Une relation plébiscitaire. Absolument, donc ça c'est pas la démocratie qu'on veut, c'est pas une démocratie qui est faite, une souveraineté qui est faite pour stimuler l'autonomie de la société. Donc c'est très différent, c'est ça qu'ils veulent faire, ça veut dire couper les syndicats, etc. Enfin, la démocratie de corporation. Le rejet des corps intermédiaires. Bon, voilà, tout ce qu'on connaît. Ils ont ce projet-là, ils veulent leur dire, et à côté de ça, discipliner le salariat. Voilà, c'est ça leur stratégie, pour ensuite discipliner le salariat, quitte à lui donner quelques compensations cosmétiques avec un peu de redistribution sur le dos de la répression des plus pauvres et des migrants, etc. La préférence nationale. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la préférence nationale. Bon, donc on a une conception qui est cohérente, mais qui s'appuie effectivement au départ sur un désir, une envie de récupération de la démocratie, de la souveraineté politique dans le pays. Et là-dessus, je veux dire, je ne sais pas si c'est un désaccord avec Fassin, mais en tout cas là-dessus, on peut gagner. On peut être capable de capter ça pour le traduire et l'accompagner vers un autre projet qui est un projet de droit, de justice, d'égalité et de souveraineté donc politique, mais avec une participation active des gens à leur destin et non pas... Alors, sur cette question de participation active, de ce qu'en Amérique latine on appelle le protagonisme aussi, c'est de faire un peuple actif ou pas passif, il y a ce dernier aspect de critique que je voulais évoquer du populisme et qui va nous amener vers l'Amérique latine sur justement le risque de voir capter cette énergie populaire ou toutes ces demandes par un leader, et alors soit c'est un bon leader, le jour où il disparaît on est bien embêté, soit c'est un leader qui finit par poser problème parce que précisément il entretient des rapports plébiscitaires. Et alors évidemment les cibles dans ce genre de critique, ça va être soit Chavez, mais enfin surtout Maduro, parce que là pour le coup ça se passe quand même pas très bien en ce moment, c'est une litote. Certains ciblent aussi Correa, parce que c'est vrai qu'il y a une partie de la gauche critique là-bas qui n'est pas d'accord avec les options qu'a pris Correa. Donc qu'est-ce que ces expériences-là vous inspirent sur le rapport au leader, de ce type de construction politique qu'est le populisme? Alors moi je pense que ces expériences-là, qui sont dans des contextes qui ne sont pas tout à fait le nôtre, c'est des contextes de dislocation radicalisée des sociétés. Il faut bien comprendre que les populismes latino-américains, dans la dernière période, oui, ils ne parlent pas de démocratie consolidée comme les nôtres, avec 50 ans d'apprentissage du pluralisme. Ils partent de sociétés, sur les cendres de sociétés qui ont été disloquées par 20 ans de laboratoire néolibéral, qui ont fait qu'en Amérique latine, eh bien, là où il y avait avant des rails de train, eh bien, désormais, il y a des arbres qui ont poussé dessus, parce que tout a été délabré, tout a été abandonné. Donc on est dans quelque chose où l'État a été largement détruit. Enfin, bon, c'est des sociétés radicalisées, mais c'est pour ça qu'elles nous intéressent, parce que de ce point de vue-là, elles montrent des tendances de laboratoire assez puissantes. Bon, ce qui s'est passé valide en quelque sorte toute la stratégie de la théorie populiste pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la construction d'un mouvement politique de masse, en quelque sorte, capable de conquérir le pouvoir étatique. Encore une fois, moi je pense que ce qu'on appelle le populisme, c'est ça. Bon. Autre chose, c'est de gouverner. Autre chose, parce qu'une fois que vous êtes au gouvernement, de nouvelles contradictions réapparaissent entre les intérêts la coalition des intérêts qui vous a porté au pouvoir, des choix sont faits, vous êtes contre des forces
qui sont toujours dans la société, des inerties qui pèsent sur les États, les administrations, des secteurs privés, internationales aussi, des secteurs privés qui nuisent par des politiques ou par leur inertie, des éléments internationaux qui jouent, des éléments de contingence géopolitique. Le cours des matières premières, par exemple. Voilà, mais qu'on ne peut jamais anticiper. L'exercice du pouvoir comment dirais-je, est une angoisse permanente. On ne maîtrise pas tout ça, on n'anticipe pas. Et comme le populisme l'affirme d'ailleurs, ce qui fait la politique, ce sont les contingences. Les contingences quand on est au pouvoir ne sont plus celles de quand on veut conquérir le pouvoir. Donc déjà, première difficulté. Mais en tout cas, la question du leader, elle est problématique, c'est évident. Elle est problématique parce que, quelque part, elle est promise à une limite, l'affaire du leader. Il faut qu'à un moment donné, disons, le leader est j'ai envie de dire, un mal nécessaire, si on veut être critique, dans le sens où c'est, en l'absence d'organisation intermédiaire, en l'absence de légitimation institutionnalisée, de lieux collectifs, eh bien, le leader, c'est ce qui permet à tous les éléments d'avoir un élément d'articulation. C'est une sorte de raccourci, on pourrait dire. C'est-à-dire, c'est ce dans quoi les gens se représentent à eux-mêmes et la manière dont ils sont liés aux autres. C'est par rapport à cette conduite-là. Bon. Alors, ça a des avantages et des défauts. Le défaut, c'est que ça marche jusqu'à un certain point. Voilà. Et il faut qu'à un moment donné, ça laisse la place à une réinstitutionnalisation, en quelque sorte, de la société. Est-ce qu'on a des exemples, ça, C'est difficile parce qu'en Amérique latine, les expériences encore une fois que ça a été au pouvoir, elles ont été soumises à tellement de pression, à tellement d'offensives, de fronts, etc., que ça a partiellement commencé. Alors, bon, souvent on a une vision un peu caricaturale, franchement, de ce qui s'est passé en Équateur, même au Venezuela avec Chavez, parce que Chavez, en plus, c'est un cas très singulier dans les populismes latinos. À mon sens. Prenons un exemple peut-être plus ordinaire. Alors, mais la difficulté, c'est que derrière ces leaders, par ailleurs, qui sont aussi représentés par une construction médiatique internationale, derrière ces leaders, il y a des vraies générations politiques qui sont rentrées en mouvement. Vous n'avez pas idée du nombre de gens qui ont accompagné ces processus et qui aujourd'hui occupent dans toutes les strates de l'État et des administrations de ces pays-là des places de responsabilité très importantes. Et des mouvements populaires de masse qui se sont construits, franchement, dont on pourrait être jaloux en France. Je veux dire, moi qui connais un peu la région, il suffit d'aller là-bas pour voir que, je vous donne un exemple qui me vient en tête, aujourd'hui en Équateur, il y a un ministre des Affaires étrangères qui a 35 ans. Quelqu'un qui a fait sa vie politique à partir de ces mouvements-là. Et donc, tout ça, il y en a plein. Donc, il n'y a pas que le chef et puis la population obéissante. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a l'entrée en scène d'une génération, il y a des gens qui émergent. Mais faire un dirigeant, ça prend des années, ça ne se décrète pas. Il y a aussi des circonstances qui font les dirigeants aussi. Et donc voilà, bon, il y a tout ça. Maintenant, la difficulté, c'est qu'ils ont commencé à le faire partiellement. C'est-à-dire que, par exemple, en Équateur, d'ailleurs, ça a un peu marché, en Équateur, avec Correa, est né un parti qui est devenu un vrai mouvement dans la société, qui a eu à un moment donné des ancrages puissants dans la société équatorienne. Il y a eu une administration qui s'est élargie, il y a eu des institutions qui ont commencé à avoir une routine, et ça c'est bien, parce qu'avant ce n'était pas le cas. Donc peu à peu ça s'est mis en place. En même temps, dans la guerre politique permanente, dans la guerre médiatique permanente, etc., ça ne pousse pas à la stabilité ou la stabilisation des choses qu'on construit, parce qu'en permanence, les mêmes équipes font des choses différentes, on change de front, un jour on est sur l'économie, le lendemain on va passer sur l'élection, et comme c'est des systèmes aussi qui ont beaucoup avancé avec à chaque fois des élections, et c'est des pays qui ont été beaucoup en campagne, et qui ont peu à peu, parfois, en faisant comme ça aussi, qui se sont un peu déconnectés en réalité de la société profonde. Donc c'est très contradictoire comme construction. Alors, ils ont réussi partiellement, mais pas suffisamment pour, en quelque sorte, stabiliser et routiniser, j'ai envie de dire, ce qui a été mis en place. Et ça dépend encore trop, effectivement, aujourd'hui de dirigeants. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut retirer de ça? Est-ce que c'est une débilité structurelle, disons, du populisme de gauche, ou est-ce que c'est le produit des difficultés réelles à transformer des sociétés lorsqu'on arrive au pouvoir pour le faire? Je pense que certainement il y a un peu des deux, enfin il y a un peu de tout ça en même temps,
qui fait que les avancées ne sont pas suffisantes de ce point de vue-là. Alors, dernière question sur les différences d'expériences populistes du côté de l'Amérique latine et du côté de l'Europe. Alors, on a les contre-exemples de l'Espagne et de la Grèce, mais qui ont des situations très particulières, des places très particulières dans la zone euro. Vous avez souligné l'état des sociétés, les thérapies de choc néolibérales. Est-ce que c'est ça quand même qui fait qu'on a des expériences de populisme de gauche réussies qui ont parvenu à conquérir le pouvoir en Amérique latine, en Grèce et bon, peut-être à l'avenir en Espagne, ou est-ce qu'il y a aussi une autre dimension, certains le défendent, une explication plus historique quelque part? Alors on connaît le passé dictatorial un peu plus proche dans les sociétés d'Europe du Sud, mais il y a le passé colonial en Amérique latine. C'est vrai que nous, on est des sociétés impériales, même celles qui n'ont pas vraiment colonisé directement, sont imprégnées d'une mentalité où on se représente l'autre, le différent, comme quelque chose d'extérieur, comme quelqu'un qu'on peut dominer. Alors finalement, ce travail d'inclusion, d'articulation des demandes populaires en Amérique latine, il se fait spontanément contre le colonisateur et ses sbires locaux. Et donc on inclut tout le monde, quoi, Oui. Oui. Est-ce qu'il y a ça qui est quand même une donnée fondamentale? L'Amérique latine, pour que les gens qui nous regardent comprennent bien, c'est certainement, au niveau mondial, la région où les sociétés sont le plus oligarchisées. Les oligarchies latino-américaines, ça veut dire quelque chose. Et vous êtes dans le continent où les inégalités sociales sont les plus fortes au monde. C'est en Amérique latine que ça se passe. La différence d'accumulation de richesse entre des parties minimes de la société et la masse des gens, c'est là-bas que c'est le plus fort. Donc ça joue. On n'a pas le temps d'en parler, mais tout ça nous renvoie au modèle colonial et au modèle de l'appropriation, de la propriété terrienne en Amérique latine et des relations sociales issues de ça, qui ont à la fois sécrété dans le désordre le caudillisme, dont le populisme. Caudillisme, pour ceux qui nous le caudillisme, c'est la culture du chef, c'est-à-dire le chef qui dirige un groupe, disons, qui a le pouvoir politique, territorial, etc., et qui ont joué des rôles très ambivalents dans l'histoire latino-américaine, qui ont pu être au service à des moments de la libération de l'Amérique latine contre l'Empire espagnol pendant le XIXe siècle, qui ont pu également tourner vers des autocraties dictatoriales sanglantes. Voilà, l'ambivalence, elle est là, je veux dire, elle est toujours là, elle sera toujours là. Ça dépend, disons, le mouvement qu'il prend, mais ça peut être ambivalent. Donc il y a ça, il y a le fait que ça a créé des systèmes de clientélisme social très puissants en Amérique latine, qui nourrissent même après les problèmes de corruption systémique. Enfin, voilà, ça c'est l'Amérique latine. Bon, le populisme a émergé là-dedans. Donc oui, il y a ce que vous dites, les oligarchies en Amérique latine, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que n'oubliez pas que c'est en Amérique latine que vous trouvez les principaux milliardaires du monde, Carlos Slim, le Mexicain, qui quand il n'est pas numéro 2, il est numéro 1, bref, etc. Vous avez des vraies oligarchies qui sont par ailleurs avec des billets raciaux, vous avez raison ou ethniques, vous avez raison de le signaler. Pourquoi Chavez était haï par l'oligarchie vénézuélienne? Parce qu'il ressemble aux gens de la rue, parce qu'il est métissé, il est noir, il est coloré. C'est quelque chose qui est insupportable. Il y a à la fois le ressort anticolonial, anti-impérial, et puis racial, si vous voulez, qui joue très très fortement dans cette région-là. Je ne vous dis pas Evo Morales, indien en Bolivie, c'est quelque chose qui étouffe littéralement l'oligarchie qui se rêve comme une espèce d'appendice européenne vivant là-bas depuis des siècles. Bon. Donc tout ça, ça fait partie des réalités latino-américaines. Donc le fait que vous soyez dans une société hyper oligarchisée nous offre, encore une fois, eh bien des mécanismes de mobilisation politique et sociale qui sont des vrais cas d'école, en quelque sorte. Et difficile à répliquer. Difficile à répliquer, mais d'ailleurs, encore une fois, personne n'a jamais cherché à répliquer, en réalité, les modèles latino-américains chez nous. En revanche, on peut voir que c'est une source d'inspiration, au sens où c'est une observation politique qu'on peut opérer et qui nous montre que dans certaines conditions, à certains moments, des dynamiques se mettent en place qui peuvent produire des changements politiques. Voilà. Comment, à partir de ça, l'utiliser comme une boîte à outils pour, lorsqu'on considère qu'on voit des signaux qui nous rappellent ça dans nos pays, même si c'est différent, construire quelque chose qui prend appui là-dessus. Mais ce n'est pas pour le dupliquer tel quel, parce que ça n'a pas de sens en réalité, de le dupliquer tel quel. Donc oui, le populisme latino-américain, de ce point de vue-là, il est à la fois spécifique et puis il offre un modèle, disons, assez intéressant
pour construire des forces de progrès, parce que ça a été le cas souvent là-bas aussi. Parfois ça n'a pas été, mais souvent ça l'a été. Merci Christophe Ventura, merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous sur mediapart.fr pour d'autres vidéos d'entretien et de débats.